Voilà, à tous donc les niveaux. du coup, un appareil, en tout cas, on l'a déjà vu pour le reportage, qui a pas mal de choses intéressantes. Moi, ce qui m'a le plus fasciné avec le lancement du GH5, c'était plutôt pour une autre catégorie de tournage que j'appellerais tout ce qui est vidéo de création, en fait, quand on travaille une image. Donc, on ne travaille pas dans les conditions du reportage. La finalité n'est pas la même, littéralement. Et dans la qualité de ce qu'on essaye de fabriquer, on parle d'esthétique, on parle de sens, ce genre de choses-là. Il se trouve que ce GH5, là, il a finalement pas mal de choses à ajouter aussi. Quand on veut travailler vraiment ces images, le log apporte des choses. Mais je pense qu'on va y revenir plus tard. Je voulais voir du coup avec toi. Du coup. Toi, tu nous as dit que tu as fait du cinéma du coup déjà, des courts-métrages. Oui. Oui. Donc, tu l'as avec le GH5 déjà ou c'était avec le GH4 encore? C'était le GH4. Le GH5, c'était surtout en fait principalement des tests, des essais plus ou moins longs, mais il n'y a pas eu en fait de travaux complets avec. Par contre, le GH4, oui, il a déjà servi pour quelques fictions, ouais. Enfin, du moins des courts-métrages et des documentaires, des reportages aussi. D'accord. Mais par contre, de ce que tu nous dis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu n'as pas travaillé en Vlog. Non. D'accord. Non, parce que sur Explique-nous le... pourquoi alors du coup. Pourquoi? Parce que j'aimais bien lorsqu'un appareil donnait en fait son identité et son image à lui. Et j'aime bien pouvoir faire le maximum sur le terrain et ensuite minimiser le montage, c'est-à-dire m'en tenir des choses très simples. Si jamais j'ai un étalonnage à faire, à la rigueur, comme tout à l'heure je le disais, c'était pour attraper des balances, des blancs, Ouais, du raccord, ouais. mais pas plus quoi. Il y a des outils intéressants, on peut s'amuser à mettre des choses devant si on veut modifier sur le tas directement les couleurs, les atmosphères, je sais pas, la diffusion par exemple. Et je trouve que c'est important avec un outil virtuel au final, parce que tout le travail nécessaire, tout ce que l'on fait pour obtenir une image, au final, ça reste virtuel. Alors, garder ce lien avec la mécanique, avec des véritables filtres en verre, et pouvoir en extraire une image et ensuite bosser dessus de façon minimale, là, on peut s'amuser aussi. Et là où le GH5, j'allais dire le 4, mais le 5 est intéressant également, c'est qu'il permet tout cela. On a vraiment ce côté tout en un côté accessible, on peut l'embarquer partout et surtout on peut s'amuser parce que avec notamment au niveau des optiques, il faut rappeler que le cutter micro 4 tiers permet de mettre beaucoup de choses devant aussi. Grâce aux adaptateurs, ouais. 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 Alors c'est de l'acquisition, c'est pareil quand même. Il faut acheter des adaptateurs, mais quand on les a, comme toi par exemple, tu peux valoriser toute ta valise d'optique était valorisable telle qu'elle. Et ça c'est pas mal quand on veut rentrer justement dans cette partie un peu créative. J'ai envie de vous provoquer tous les deux là. Est-ce que vous faites de la photographie à côté de ça? Un peu, On sait qu'on est des caméramans, donc on parle caméra bien sûr, mais Moi, est-ce j'en que vous fais faites de la beaucoup, ouais. photographie? un tout petit peu. des masses. D'accord. Est-ce que, Ouais. par curiosité, dites-moi quel est le réglage que vous utilisez pour l'enregistrement des fichiers, de vos clichés? Ah, pour les photos? Ouais. En RAW? Merci. JPEG. Ah, au moins tu es consistant. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Moi, je suis en RAW. Toi, tu es en RAW, du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de tes RAW derrière? Ben, je rentre dans Lightroom, Tu les développes. Exactement. On appelle ça du développement numérique. c'est ça. Dans Lightroom, c'est littéralement le nom de l'onglet. Ça s'appelle développement. Dans le métier, on fait ça aussi. C'est ça. Quels sont les bénéfices que tu reconnais au RAW par opposition justement à une prise de vue en JPEG? Ah ben, je peux récupérer mes blancs, je peux récupérer mes noirs, je peux retravailler entièrement mon image en fait. Tu as une plus grande dynamique et elle te L'image, permet je peux de... récupérer, je peux remonter, baisser, remettre plus de piquets, tout ça, alors qu'en JPEG, je suis déjà collé, je suis déjà limité et j'ai aucune possibilité de récupération. Ben, c'est la même Aucune, peut-être, différence. faut pas exagérer, mais Oui, beaucoup moins. voilà. Voilà, beaucoup Mais moins. c'est la même différence que comme tu travailles en mode portrait, par exemple, que toi tu fais tout en mode standard sans passer du vlog, Exactement. c'est la même différence. Et c'est ce que Arnaud, il est consistant en fait. C'est ça. Et ça, c'est pas mal. Parce que du coup, tu fais entièrement ta photo à la prise de vue. En gros, oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment minimiser l'impact sur le produit numérisé en quelque sorte. Je trouve que le terrain, ou lorsque le sujet, ou lorsque la passion anime, il y a quelque chose à saisir qu'il faut tenter de ne pas trop déformer. Déjà, on le déforme par notre point de vue, on le déforme par le cadre que l'on fait. Ouais, Et si en plus, mais si, tu n'es pas romantique. Le retour du film de vérité à l'antenne. je suis pas d'accord. Et en fait, l'idée, c'est tenter de m'amuser à fond sur le terrain avec l'outil. Et moi, l'informatique ne m'amuse pas, en quelque sorte. Et c'est essayer d'en tirer, justement, on va dire, le meilleur, l'essence même du truc, et quelque part, l'expérimentation qui a été faite sur le tas, sans trop la dénaturer, oui. Ça, c'est pas mal. C'est ce que j'assimilais du coup à un tournage en inversible, par exemple, qu'on pouvait faire en pellicule, qui avait à peu près la même typologie de travail. C'est-à-dire qu'il fallait entièrement finaliser l'image, il n'y avait absolument aucune récupération possible.
pas un point de tirage, on ne peut pas changer le contraste, on ne peut pas changer l'exposition. Donc voilà, une photographie ratée en inversible était à jeter. Point. C'est ça. Avec un négatif, on peut bûcher le négatif, on peut rentrer dedans, on peut augmenter son contraste. Si c'est trop sombre, on va pouvoir le rééclairer, ou au contraire le réduire. Et on peut changer la teinte aussi, on peut changer la couleur de nos points de tirage. Et donc ça, c'est le truc qui fait que énormément de dirphotes préfèrent tourner en négatif qu'en inversible, parce qu'ils ont la capacité de repartir derrière. C'est un peu ce que tu m'as raconté quand tu dis, voilà, quand je prends des photos, je les prends en RAW, parce que je peux les bûcher derrière. Et ça, c'est quelque chose qui c'est un peu généralisé. Tu fais partie un peu des résistants. Cela dit, c'est tout à ton honneur, vraiment, parce que on peut faire en fait des magnifiques boulots. Et en inversible, même il y avait sur certaines caractéristiques, le boulot était meilleur techniquement. Il y avait plus de piqué, plus de contraste sur une pellicule inversible que ce qu'on avait sur un négatif retraité en photochimie. Il y a un truc qui est un peu embêtant par contre avec le JPEG, et je l'ai remarqué avec cet appareil-là. Après, c'est le filtre anti-bruit. Il y a une espèce de système, un algorithme qui fait un lissage en fait des zones qui bruitent légèrement. En RAW, normalement, on ne l'a pas, vu que l'impact de ce filtre, le traitement interne de l'appareil est limité. Par contre, en JPEG, il est assez sévère. Et c'est quelque chose, par exemple, sur cet appareil-là, le GH5, a vérifié sur des gars qui l'ont peut-être mieux réglé que ça. Mais en photo, j'ai remarqué l'impact de ce filtre anti-bruit sur des surfaces comme la pelouse, comme des zones d'ombre, comme des zones qui sont assez des pertes de modelé, texturées. ça, des pertes de texture. C'est une sorte comme une postérisation, c'est un lissage. C'est très, ça devient très patiné, assez étrange, et du coup, il y a des blocs de compression qui ressortent davantage dans l'image. Et avec le GH4, j'ai pas remarqué ça à ce stade-là, en fait. Donc je ne sais pas si l'algorithme par défaut de lissage est sévère sur le GH5, est-ce qu'il sera amélioré par la suite, ou bien est-ce que j'ai manqué un réglage, peut-être. Bon, j'attire discrètement le fait que dans le style d'image, c'est le 5e réglage. C'est justement la réduction de bruit. Donc on peut travailler la réduction de bruit. Tu peux la supprimer ou la rajouter directement dans le menu de ta caméra. Ouais, en espérant qu'elle soit aussi effective que par le passé. C'est juste ça, en fait. En fait, si je vous ai lancé sur la photographie, les amis, c'est justement parce que ça, c'est quelque chose qui s'est assez bien installé maintenant, où beaucoup de gens ont pris l'habitude, prennent leurs photos en RAW, ils vont les développer, ils les bûchent un petit peu, et puis le cliché n'est considéré livré que passer cette étape de post-production. Et donc, je reconnais pleinement qu'on peut travailler sans, ça c'est évident. On a pu le faire en pellicule, on peut le faire de nos jours avec des fichiers numériques. Mon petit bémol que j'apporterai là-dessus, par rapport au numérique, c'est que tu te retrouves un petit peu piégé dans le look du profil portrait Panasonic, littéralement. Oui. Il a certaines caractéristiques, il a un certain espace de couleur, un certain gamut, une certaine dose de contraste. Tu peux le bûcher un petit peu, c'est vrai. Et donc, c'est pas que tu es sans ressources, tu as de la ressource. Néanmoins, il y a toujours quelque chose dans l'image qui restera ce look-là d'image. On parle de look en anglais, j'espère que je peux utiliser cet anglicisme. On trouve aussi beaucoup de non-information ou de gens qui ont juste lu que des choses comme le RAW, c'est mieux que le log, qui est mieux que le standard. Ça, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que c'était bien qu'on discute un petit peu. J'insiste, on peut faire une magnifique image positive dès la caméra, si elle est bien bûchée. Mais si on la retravaille, on peut arriver à une autre image. Je ne suis même pas en train de dire qu'elle est meilleure ou moins bien. Je suis en train de dire qu'elle ouvre une palette créative plus grande. Tous les gens qui ont découvert le RAW en photo, à ma connaissance, ont plus pu repartir en arrière. Moi, j'avais plutôt envie de parler de vidéo ici, justement. La vidéo RAW, vous savez que ça existe en fait. C'est pas forcément pratique au quotidien. Un des principaux problèmes qu'on connaît de la vidéo RAW, c'est le poids des fichiers. Le stockage absolument spectaculaire, énorme. Ça veut souvent dire qu'on considère que le RAW n'est pas forcément accessible aux productions qui peut-être désireraient profiter de cet petit avantage comme ça un peu artistique, celle de pouvoir amener les images ailleurs et plus loin, en dehors peut-être du look simplement que Panasonic a mis dans ta caméra. C'est là où rentre le Vlog. Le Vlog, le principe du Vlog, c'est de prendre toute la dynamique qu'aurait pu voir le RAW, l'écraser pour qu'elle tienne dans le signal vidéo. De facto, ce que vous fabriquez comme type d'image, c'est une image vidéo en termes de stockage. Elle pèse ni plus lourd, ni moins lourd que le profil standard. C'est l'exact même poids de fichier, puisque c'est le codec qui détermine le poids du fichier. La grande différence qu'il y a par rapport au profil standard, c'est qu'elle essaye de garder à peu près toute l'information, au moins en termes de dynamique, que ce qu'il y avait dans le RAW. L'essence même, justement, de vouloir enregistrer en log, c'est qu'on veut pouvoir amener l'image là où elle doit être, et pas là où le constructeur a choisi qu'elle serait. Ça peut être sur plein de choses, ça peut être sur le contraste, ça peut être sur la densité, la couleur, on peut être sur des critères
très différents. On peut travailler ces choses-là. Peut-être le look Panasonic est très beau pour certains boulots. Peut-être sur d'autres boulots, vous préférez le look, je sais pas, d'une Harry par exemple, une Alexa. Le look 709 de l'Alexa est un peu différent. Quand on est dans la vidéo de création, vous verrez un truc assez basique. Aucun plan de création n'est à la balance des blancs, quasiment. C'est rare, un vrai plan à la balance des blancs, c'est même assez rare en réalité. On a souvent une teinte qui est volontairement générée et maîtrisée, coordonnée dans une séquence. Donc on est sur de l'expression artistique. Et là, pour moi, il y a un énorme avantage justement à avoir un log dans une caméra, de manière générique, c'est qu'on va pouvoir amener cette image là où elle doit être. Et ça, c'est ce qui fait la grande différence. Maintenant, tu as raison de souligner un truc, ça demande du savoir-faire. Parce que toi, en tant que truquiste, j'assume que ça doit facilement monter sur la machine pour être tapé, non? Oui, et puis moi j'aime cette opération d'étalonnage en même temps, parce que l'étalonnage, voilà, ça apporte aussi, on y met un petit peu tout ce qui est, on peut rajouter des lights, on peut refaire un film en fait. Bon, Mais ça nécessite que tes rushs soient solides par contre. oui, Parce que oui, tu vas commencer à encore. tirer dessus justement. En Non, mais rajoutant pas une lumière, on forcément étire tirer, mais du gamin. on peut rajouter des effets un petit peu plus de lumière sur des images. Mais moi, par rapport au mode portrait, comme toi tu utilises par exemple le mode standard, donc je crois que personne n'utilise parce qu'il est trop fort, il est trop violent. Mais C'est qu'il n'est pas très souvent, il y en a passe-partout. qui préfèrent travailler en. Après, le Vlog, c'est pareil, c'est très flat, et puis il faut avoir vraiment la technique d'arriver à filmer dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'on ne filme pas pardon. On filme pas en Vlog comme on filmerait en portrait ou en standard. Et on est obligé d'étalonner justement pour aller chercher ces hautes lumières et tout ça. Mais Voilà, je pense que ça c'est important. Beaucoup de débutants font cette erreur spectaculairement récurrente de regarder une image en log sur un écran. Un log, c'est pas fait pour être regardé. C'est fait pour stocker de l'information, pour stocker de la dynamique. Et oui, non, le minimum syndical, c'est une lutte d'affichage. Vraiment. Ah oui, c'est ça. C'est le minimum Et puis syndical voir et ce qu'on ça, fait, c'est. surtout. Voilà. C'est un truc qui est pas mal de ce boîtier, du coup. Il y a des luttes, on peut mettre des luttes dedans. Ça, c'est ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour travailler en log. Et le GH4 pouvait travailler en log, mais il n'avait pas de système de lutte. Donc c'était un peu plus primitif. Donc pour moi, une très bonne valeur ajoutée aussi pour pouvoir travailler en log avec un enregistrement logarithmique, mais quand même travailler avec ton cœur. Tu vois, c'est une image, ça sort des tripes, hein. Ça sort pas que d'outils, de choses comme ça. Voilà, il faut que ça soit plaisant à regarder. Et le log, c'est même pire qu'une visée réflexe en fait. C'est même pas une interprétation du tout de l'image, c'est quelque chose qui n'est pas l'image, littéralement quand on la regarde. Une vieille soupe grise délavée, presque monochrome. Il n'y a Voilà. pas de blanc, c'est gris. Et c'est pas quelque chose qu'il faut regarder. non. Et l'autre problème qu'il y a avec le log aussi, ça j'entends ça très souvent, les gens disent ah le log c'est moins bien, c'est plus bruyant. Ça c'est une grosse erreur. Il ne faut pas croire que la caméra est plus ou moins bruyante selon quelle courbe de gamma on a choisi. Elle est toujours exactement au même rapport signal-bruit. La grande différence qu'il y a avec le log, c'est que tout le signal est visible. Les 12 diaphes de dynamique que peut donner le capteur sont tous intégralement là dans le signal, dont 2 diaphes de bruit, 8 diaphes de moyenne lumière et 4 diaphes de haute lumière. Ça fait bien le kit complet, on a toute la dynamique, mais donc le bruit fait partie de l'image. Et c'est normal. Donc, Mais après, à chaque fois, il faut passer par un ébruiteur classique. non, pas forcément. Dès qu'on met une lutte et qu'on recolle le noir en noir, on remet le blanc en blanc, c'est fini, il n'y a plus de bruit. Ça redevient l'image qu'elle aurait été si elle avait été tournée en standard. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens méconnaissent. Et après, ça dépend aussi de l'exposition que tu as fait au moment du tournage. Oui, parce que justement, on fait tellement facilement des erreurs d'exposition en log. C'est ça. Vous regardez un Vlog, c'est tout gris délavé, tu sais pas, tu peux te tromper de 2 diaphes entiers Et sans c'est même ça. savoir Et que si tu fais t'es une mal, erreur. et si tu es mal, si tu n'as pas poussé ton histogramme. Si t'es un peu sur la sous-exposé, tu as fait du bruit. Hein. droite, eh ben C'est oui, ça. mais après, tu as beau recoller tes noirs, tu auras toujours ce bruit qui est présent. Tu peux plus les coller les noirs parce que tu as sous-exposé. Donc si tu ça. colles les noirs, l'image devient toute noire. Donc tu es obligé de vivre avec ton bruit. Voilà. Et donc l'erreur, elle Donc, sort c'est de là. pour ça qu'il Voilà. faut, c'est très important quand on s'équipe de ce. Une bonne lutte d'affichage. C'est d'apprendre à exposer pour ce tournage-là. Alors, quand on parle de l'histogramme sur la droite, ça veut dire quoi en fait? Est-ce que c'est vrai pour le Vlog aussi, L? Parce que c'est pas un Vlog de la Varicam, c'est le Vlog Light. Le TTR, hein, la technique de tourner en to the right, posée à droite du coup, celle-là c'est une technique d'optimisation de rapport signal-bruit. Elle fonctionnerait pour presque tout en fait dans l'absolu. C'est un peu dangereux quand on est en profil standard parce qu'on a vite tendance à avoir des surex qui ne sont pas très élégantes, qui ont toutes une épaule de courbe très arrondie et où les hautes lumières ont tendance à se tasser ensemble. Donc si on expose trop à droite, on tasse les hautes lumières ensemble. C'est ça qui fait que c'est On fait souvent... une image cramée en fait. C'est pas forcément vraiment cramé. Hein. Le principe du TTR, c'est d'exposer le plus à droite possible sans cramer.
C'est juste avant de Ah oui, cramer. donc c'est arrivé à pile poil Voilà. à la limite Et de la avec un bordereau. profil standard, ça se passe pas très bien. Parce que finalement, beaucoup d'informations se retrouvent complètement tassées et compressées dans les hautes lumières. Et elles sont peut-être pas cramées, mais c'est pas pour autant qu'elles ont de la texture ou qu'elles sont jolies. Quand on est en log, par contre, ou en RAW, c'est très différent. Et donc, quel que soit le log en réalité. Ici, on a les Vlogs qui sont installés dessus, mais beaucoup de logs existent dans l'industrie. Les plus anciens ont maintenant 20 ans. Donc, on est sur des technologies qui sont finalement assez connues. On sait bien comment ça marche. Et là, le TTR peut être une bonne technique. Idéalement, la manière la plus simple de travailler le log, pour être tout à fait honnête, c'est mettre une lutte d'affichage et regarder à travers la lutte. Tu travailles Mais du coup, je exactement règle comme tu comme travaillais. si j'avais Ça sera avec la limite. exactement pareil. Oui, mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Parce que si tu te dis, je règle ma lutte, grâce à la lutte, je peux régler mon Vlog, je règle mon Vlog, je fais ma lumière, mon expo, tout ça. Après, au moment du montage, si tu obtiens cette image, c'est la même chose, autant que tu l'enregistres direct. Si c'est pour faire juste ça, oui, effectivement, il n'y a D'accord. pas de bénéfice, aucune valeur ajoutée. Ok. Ah oui. Et donc là, on retombe sur ta méthode à toi. Était-elle pas mieux finalement? Au moins, ton signal il est moins tiré dans tous les sens, il reste plus pur plus longtemps. L'idée, c'est plutôt si on veut l'amener quelque part. Donc un grand classique, voilà, c'est s'il y a une partie de l'image qui est un peu surexposée ou un peu sous-exposée. Quand on a un profil standard, ça se passe pas très bien. Une image surexposée, elle est perdue. Et donc c'est ce que les photographes ont découvert avec le RAW, c'est que dans un fichier RAW, s'il faut aller chercher un ou deux diaph de plus, ils y sont là-haut, ils sont dans le RAW. Donc c'est le principe de ce log aussi. Le log, il a tout. Le Vlog, il garde à peu près tout ce qu'il y a dans le RAW, jusqu'à 12 diaph quand même. Donc c'est bien plus que les 6-7 qu'on peut afficher sur un écran. Il y a beaucoup de débordements. La lutte, elle va nous les tronquer pour l'afficher. On voit une image qui paraît normale. Et si ça sort l'image, t'as peut-être pas plus que ça à faire. Tu as ton image. Peut-être tu te rends compte qu'une partie était sur X ou une partie sous X. Et là, tu peux commencer à aller chercher un peu dedans. Donc maintenant, ce qu'on pouvait faire en photochimique, en pellicule, on pouvait aussi choisir de surexposer le négatif ou de le sous-exposer, avec des rendus différents. Surexposer un négatif, ça faisait disparaître le grain. Le grain disparaissait, l'image devenait très lisse. Par contre, on perdait du modelé dans les hautes lumières. Sous-exposer un négatif, ça avait l'effet contraire. On gardait énormément de détails dans les hautes lumières. Par contre, l'image devenait grainée. Devinez quoi? En log, ça se comporte de la même manière. Si tu surexposes ton log, posé à droite, amener ton histogramme le plus proche possible de la saturation, tu nourris ce capteur de plein de photons. Et du coup, tu as un excellent rapport signal-bruit. Le bruit disparaît. Par contre, il devient très fragile. Peut-être il n'y aura rien à récupérer dans la haute lumière. Donc, en capacité de récupération, en sauvetage d'image, surexposer ton négatif ne te donnera rien du côté des hautes lumières. Mais il y aura moins de bruit. L'inverse, ça se passe typiquement très mal. On sous-expose le négatif, donc on garde effectivement une capacité de récupération très grande, probablement trop grande, et on génère du bruit partout dans l'image, qui intéresse presque personne. Sur la manière de travailler en log, c'est vrai que souvent, avec ces petits appareils photo, on avait pris l'habitude de surexposer un peu le négatif. On rajoutait un diaph, un bon diaph de plus. On a vu ça avec beaucoup de ces boîtiers. Ça, c'est aussi en particulier parce que ces boîtiers étaient souvent limités à du 8 bits. Et qu'en 8 bits, si déjà on sous-expose et si on sous-quantifie, il ne reste plus beaucoup de stuff en fait dans l'image. Elle perd un peu de sa substance. Avec un enregistrement 10 bits, on est moins obligé de faire ça. On garde plus de modelés, plus d'informations sur l'échelle tonale totale, sur tout ce que le capteur pouvait donner. Donc je ne sais pas s'il faut continuer à surexposer, maintenant qu'on a du 10 bits en capacité. Moi, je ne surexpose pas massivement. Un petit peu peut-être, si on veut que ce soit très lisse. Si on fait de la mode ou de la pub, ou si on fait des choses comme ça qui sont très léchées, c'est bien de surexposer un petit peu. Il faut surveiller, évidemment, la haute lumière, du coup, pas trop cramer. Si on parle de vidéo créative, justement, un autre truc qui, moi, me tient très à cœur, c'est le choix de mes optiques. Ça, on en a déjà un petit peu parlé, et c'est quelque chose que je trouve qui fait une énorme différence. Typiquement, on peut passer beaucoup de temps à regarder est-ce qu'il vaut mieux un enregistrement 4:2, 8 bits, 10 bits, tout ça. Et c'est vrai, ces choses-là comptent. Il y a une différence de qualité que tu nous as raconté, même observé. Selon l'optique qu'on choisit, on n'a pas la même image. Et dans mon expérience, la différence entre deux optiques est beaucoup plus forte qu'entre deux réglages de codec. En tout cas, entre 4:2 et 4:0 par exemple, on verra beaucoup plus de différence si on change d'objectif que si on change de réglage d'enregistrement. Ceci étant dit, bien sûr, il vaut mieux tourner qu'un réglage meilleur d'enregistrement, surtout si on veut amener nos images plus loin. Mais la combinaison de tout ça, la pondération peut-être de toutes ces choses-là, du coup, est à prendre en compte. Les optiques sont très importantes. Comme tout boîtier photo moderne, quasiment, ils sont à optique interchangeable. Donc on peut mettre plein d'optiques. Si toi tu travailles sur de la fiction, tu travailles avec quoi comme optique? En général, c'est les optiques photo, principalement.
Mais d'ailleurs, j'avais une question, c'était est-ce qu'il y a une différence, outre l'ergonomie et la qualité de construction, entre une optique à 2 000 euros de type photo et une optique à 20 000 euros de type cinéma, concrètement dans l'image? Il peut y avoir pas mal de différences. Elles ne sont pas toujours sur les qualités, surprenamment. Euh, Nous, dans le cinéma, on aime bien les optiques vieilles. Ça, c'est très à la mode en ce moment. On va reparler d'anamorphique, on va parler de les lomographies qui sont ressorties, là, qui ont gagné un projet Kickstarter absolument spectaculaire. Des optiques tellement vieilles qu'ils n'avaient même pas de bague de diaph. C'était des petites lamelles qu'il fallait mettre une par une dedans. Et ça ressort maintenant. Ça ressort parce qu'il y a un côté vintage là-dedans. Et donc, ce qui nous attire, c'est pas la qualité de ces optiques, c'est leur défaut. C'est la patine qui donne. Et ça, on s'entend bien justement. Là, c'est quelque chose qui est du domaine artistique. C'est quand on est dans une expression. Ça donne une certaine qualité d'image qui n'est pas forcément dans les choses qu'on peut mesurer, comme la résolution. Elles sont parfois dans les choses qui sont du domaine de l'émotion. Un certain modelé, des aberrations chromatiques, des flous qui sont un peu étranges, qui sont déformés, ce genre de choses-là. Il y a des sujets où ça paye, et d'autres où ça échoue, bien sûr. On parle d'intention artistique, il faut comprendre ce qu'on essaye de faire. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, avec le GH5, c'est le fait que sans capteur 4 tiers, on peut l'utiliser entièrement pour faire de la vidéo. Donc la vidéo 4 tiers, pour certaines personnes, probablement, ça évoquera le bon vieux temps du DVCam, peut-être, de la vidéo 4 tiers. En réalité, dans le cinéma, le 4 tiers a aussi existé, bien sûr. Ça s'appelle le format académique. Mais le 4 tiers de nos jours n'est utilisé plus que pour un seul usage, c'est le cinémascope. Donc, prendre des optiques spéciales, dites anamorphiques, capter une image plus large, beaucoup plus large que ce que le capteur aurait normalement dû voir. L'optique compresse ça sur le capteur. C'est un des procédés les plus primitifs de compression d'image qu'on ait jamais inventé. C'est fait optiquement, avec une lentille cylindrique. Et les caméras capables de filmer en 4 tiers sont assez rares. C'est vraiment le très haut de gamme. On parle de caméras destinées pour le cinéma. C'est un peu le seul marché, avec la pub peut-être, pour ce genre d'objectif. Et le GH5, du haut de son prix d'appareil photo, devinez quoi? Il peut utiliser tout son capteur 4 tiers. Parce qu'il a un capteur 4 tiers après tout. Et c'est venu à l'esprit des designers et peut-être des utilisateurs qui ont un peu poussé du pied, dont je fais partie, de faire autoriser justement l'enregistrement en 4 tiers de tout le capteur. Et donc ceci, évidemment, pas dans le but de faire des vidéos 4 tiers, de faire des vidéos en cinémascope. Et donc ça a donné lieu, le fait que ça y est, on ait accès maintenant à l'anamorphique à des prix très décents, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a donné lieu à tout un marché secondaire comme ça d'opticscopes qui sont revenus en circulation. On en trouve en vente, soit des anciennes opticscopes. On a des projets qui relancent des nouvelles opticscopes. Il y a des industriels, des opticiens qui développent en ce moment des nouvelles lignes d'optiques cinémascope. C'est accessible parce que pour le moment, moi je sais que c'est déjà devenu le très SLR magique, je crois. Toi, tu avais acheté un SLR magique? Voilà. Ça, c'est pas cher du tout quand même. C'est pas cher, non. C'était de l'ordre de. Je pense que je l'avais commandé aux États-Unis, j'en avais eu avec les taxes, tout ça, pour 800 €, quoi, à peu près. Voilà, 800 €, et tu fais du scope, quoi. Par contre, voilà, c'était ma première découverte anamorphique. Je veux dire, il y avait le double réglage, double netteté. Voilà, c'est terrible, quoi. Mais par contre, l'image, après, quand on y arrive et que c'est bien réglé, ça donne un cachet, quoi. Mais ça donne un cachet. On parle de patine, on parle d'émotion quand même. Voilà, c'est ça. Hein, c'est le créatif. Et c'est voilà, dans la créativité, c'est le niveau au-dessus. Et la créativité dans une image, c'est tout maîtriser, évidemment. C'est maîtriser la caméra, peut-être un enregistrement de bonne qualité. Ça va être maîtriser les réglages de la caméra, peut-être la courbe gamma, justement. Pensez direction Vlog, probablement. C'est maîtriser les optiques. Et puis, c'est le décor, c'est la lumière. C'est tout ça qui fait une image. Et quand on arrive à cuisiner tout ça ensemble, on arrive à ce que devrait être l'image, son intention. Je trouve qu'il y a une valeur ajoutée spectaculaire de pouvoir tourner en scope. Évidemment, mais après tout, je ne suis pas en train de dire que... Voilà, absolument pas. Déjà, c'est un cadre extrêmement large. Oui, donc, plus, en télévision, c'est un cadre avec 2 bandes noires très fortes. Carrément. Donc, carrément, ça se prête pas à tous les sujets. Voilà. Mais néanmoins, on peut du coup utiliser des optiques sphériques. Plein d'optiques sphériques qui existent. Et donc, ta question, c'était par exemple, quelle est la valeur ajoutée d'une optique Zeiss, par exemple, sur une optique photo. Prenons par exemple la marque Zeiss. Zeiss fait les optiques et photo et cinéma, le même constructeur, avec parfois les mêmes formules. Ça, c'est des planars. C'est exactement les mêmes formules optiques que ce qu'on trouve dans des Z2 Zeiss. Et c'est intéressant que le même constructeur avec la même formule optique nous vend 2 produits différents. Dans ce cas précis, ici, essentiellement, effectivement, c'est l'ergonomie.
Il y a une petite différence de traitement aussi, le traitement t'as le diaph est aussi, qui est un souvent petit peu intégré. meilleur. Tu as le diaph aussi qui est souvent intégré à l'optique. Tous les optiques ont un diaph, dis-toi. Peut-être le nombre de La lamelles grande du diaph. différence, du coup, ici, c'est l'actuelle bague de diaph, tout simplement, pour pouvoir le tourner. C'est la bague de C'est diaph, ça qui fait la grosse différence. C'est pas trop la présence d'un iris. Ça pourrait être effectivement le nombre de lames, ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être la forme aussi du diaph. Ici, on a des optiques avec un diaphragme, un curon à l'optique. On en trouve des carrés aussi. Selon le nombre de lames aussi, ça peut changer la qualité du flou. Vous savez, ce flou d'arrière-plan, Oui, c'est pas n'importe quel flou du coup, hein. C'est un flou très spécial, il porte un nom carrément. Le bokeh. Le bokeh, exactement. C'est un flou optique bien sûr, mais c'est un flou qui a une vocation narrative. Essentiellement, ça dit au décor, ferme ta gueule. On s'attache au sujet, pour faire simple. L'actuelle qualité de ce flou d'arrière-plan dépend vraiment de la construction de l'optique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise par le choix de son optique. Là, on a parlé de l'anamorphique, par exemple. Une des raisons pour lesquelles on utilise l'anamorphique de nos jours, c'est pour ses défauts optiques. Typiquement, les arrière-plans avec des flous très ovalisés. La profondeur ne se distribue pas linéairement, en fait. Elle s'élargit avec la distance. Elle se contracte avec la distance. Et donc, ça fait des flous qui ont une géométrie assez étrange. C'est cette étrangeté qu'on cherche, justement. Vous voyez le générique d'ouverture de Star Trek avec ce grand flair comme ça qui traverse tout l'écran. Ça c'est la signature du cinémascope. C'est du J.J. Abrams en puissance. On est dans le domaine de l'intention en tout cas. Même si les c'est ces optiques, choses-là. ils valent combien ces optiques-là? Celles-là valent nettement plus cher évidemment parce que je voulais avoir des opticscopes pour montrer justement en repère ce que c'est que tourner un scope dessus. Mais les projets dont toi tu parlais par exemple, c'est des projets qui sont en dessous de 1 000 € l'objectif. Oui. Pour une optique fixe, c'est moins cher qu'un 50 mm en 1.2 de chez Canon, hein, je suis désolé. Donc c'est plutôt une histoire d'intention artistique qu'une histoire de budget à ce stade-là. J'ai remarqué que beaucoup de débutants sous-estiment la partie optique. Hein, c'est très souvent le kit, le 12-35 qui se vend un peu en produit phare comme ça avec le GH5. Et c'est dommage parce que ça annihile carrément toute une partie de cette étape créative. Et là où le GH5, enfin le GH4 et le GH3, les anciens, il y avait toujours une petite frustration par rapport à la taille du capteur, justement, parce qu'on était en train de sous-utiliser un peu nos optiques. Globalement, on croupait dedans, quoi. On coupait un petit carré au centre de l'image virtuelle que l'optique avait envie de délivrer. Maintenant, avec les speed boosters, justement, qui permettent de récupérer plus de champ, ça, c'est moins un problème. Et avec le 4 tiers anamorphique, alors là, on a tout un monde entier qui était carrément réservé à une élite toute petite qui s'ouvre. Je trouve ça assez spectaculaire pour être tout à fait honnête. Pour un appareil à 2000 €, quoi. Putain, pour un appareil à 2000 balles, exactement. C'est un monde où il faut savoir se démarquer, où tout le monde peut prendre un iPhone et faire du 4K, le mettre sur YouTube. Donc il faut être ailleurs. C'est pas le nombre de kilopixels qu'on a, c'est l'esthétique de l'image qui va faire qu'on va se démarcher, justement. Et ne pas être comme tout le monde. Random, quoi, voilà, c'est ça. Sortir du lot. Sortir un peu du lot. Les optiques fixes, ce type-là, donc par rapport au zoom typiquement photo qu'on trouve dans la catégorie des appareils photo, ils ont généralement une bien meilleure transmission. Donc ils sont plus lumineux, beaucoup plus lumineux. La même ouverture en fait. Pour la même ouverture relative. Relative, ouais, c'est ça. Pour la même ouverture relative, ils ont une bien meilleure transmission photométrique. Ce qui fait que ça... Bon, le GH5, ils ont amélioré un petit peu la sensibilité par rapport au GH4, mais ça reste pas la bombe de sensibilité basse lumière. C'est plutôt catégorie honorable maintenant. On voit de l'Alpha 7S, vous connaissez, sa capacité à filmer dans le noir, tout ça. Ça peut facilement être contourné avec une optique fixe à large transmission. Là, on a des transmissions, ça c'est du T1.5, c'est spectaculaire. Quasiment tous les photons qui se promenaient là, ils finissent sur le capteur. Et ceux qui aiment bien les boîtes à flou, l'arrière-plan tout flou, le bokeh très travaillé, ça c'est directement indexé sur l'ouverture du diaph. Plus il est grand, plus c'est flou. Donc quand ça va à 1.5 ou si ça s'arrête à 2.8 ou si ça s'arrête à 4, ou pire 3.5-6.3, pour pas mal de zoom du commerce, il n'y aura pas du tout la même esthétique. Ça va être très différent. En reportage, c'est moins grave parce que des grosses boîtes à flou en reportage, en général, c'est des images ratées. Mais sur une interview, et ça, je suis désolé, c'est compatible reportage, sur une interview, une belle optique fixe, ça fait une plus belle interview. Tu évoquais souvent la question mais le prix des optiques fixes qui ouvrent beaucoup, tu en avais trouvé quelques-unes qui semblaient intéressantes aussi pour les interviews et qui ne revenaient pas à grand-chose. Ouais, je n'ai pas les prix des Voigtlander en tête. 1 000 € en moyenne, entre 1000 et 1005. Ouais, donc ça c'est vrai que c'est encore un peu cher.
Je sais pas, je pense Non, mais je pense souvent au Canon 1.8. Un Canon 1.8. Un 4 à 300, 400 euros. Oui, ça, un 8 à 100 balles, quoi. C'est ça. Si vraiment tu veux de la large ouverture, ça, c'est des larges ouvertures, c'est bien meilleur. Et ne vous laissez pas abuser par le nombre 1.8 VS 2.8. Hein, si vous prenez le 50 mm à 1.8, tu le fermes à 2.8, tu le mets à côté de celui-là, il sera beaucoup plus lumineux. Il transmettra beaucoup plus de lumière. Bah oui. Ils ont la même ouverture relative. Avec mon 51.4 par exemple. Voilà, celui-là, il a une ouverture beaucoup de lumière qui traverse. Ouais, il est super. Et donc ça se traduit par une image qui est plus belle, elle a du coup plus facilement un bon rapport signal-bruit, parce qu'elle est plus riche, le capteur est nourri. Il est vraiment, il est moins en difficulté, il a moins à gonfler un signal qui est tout faible, puisque le signal arrive généreux de ce genre d'optique. Sans compter la pléthore aussi d'optiques qu'il y a en M42 par exemple, ou encore d'autres montures qu'on peut recycler sur des boîtiers comme celui-ci. Ça, c'est autre chose. Ce micro 4 tiers, ça c'est génial. Ça. Le fait que, typiquement, la plupart des optiques là sont faites pour des visées réflexes. Donc ils gardent ça d'espace entre le capteur et le cul de l'optique pour y mettre un miroir. On n'a pas besoin de miroir, on y met un adaptateur. Et comme ça, on peut mettre toutes sortes d'optiques. Du moins toutes celles qui s'étaient faites pour la visée réflexe. Ça, je trouve ça génial, justement, de pouvoir emprunter une optique PL chez TSF et dire j'aimerais la mettre sur mon GH5. Voilà, un adaptateur. Je trouve ça vraiment... tout simple. Ouais. Ça ouvre les portes d'une créativité. On a dû oublier des milliards de choses, évidemment. Comme toujours quand on parle des produits. Ouais. Ceci dit, on va faire ces rendez-vous plus régulièrement, donc les internautes peuvent nous poser des questions, solliciter la communauté. On essaiera d'y répondre et cette discussion se poursuit évidemment sur le forum du repère. On se retrouve tous. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, ça fait un plaisir. Ma mouette. Il fait un peu chaud. Un moite. C'est